Amateurs de grandes chevauchées à travers les paysages et l'Antiquité, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association de reconstitution historique Via Romana. Les chevaux ont été utilisés pour la guerre dès l'âge du bronze dans la majorité des civilisations européennes, orientales et africaines. Nous allons voir dans cette vidéo comment la cavalerie était organisée au 1er siècle après Jésus-Christ dans le monde romain. Il faut déjà avoir à l'esprit que les chevaux antiques étaient bien différents de nos chevaux modernes. Très peu de grands destriers à l'horizon, mais plutôt des grands poneys. En effet, la taille moyenne des chevaux est de 1,45 m au garrot à l'époque qui nous intéresse. À titre de comparaison, les chevaux de selle modernes font 1,70 m au garrot en moyenne. La taille des chevaux d'élevage s'élèvera progressivement jusqu'à aujourd'hui. Selon Xénophon, philosophe, historien et chef militaire athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, le cheval idéal doit avoir une tête plutôt petite, des grands naseaux pour le souffle, et parce qu'ils sont le signe d'un caractère fougueux, un dos, une croupe et des hanches larges et charnues, en harmonie avec le poitrail. Bref, petit mais costaud. Qui étaient donc ces cavaliers et comment étaient-ils organisés ? Les cavaliers romains du 1er siècle avaient le statut d'auxiliaire. Il existe aussi une petite cavalerie légionnaire composée de 120 hommes par légion. Les auxiliaires n'étaient en majorité pas des citoyens romains, ce sont des pérégrins, des hommes libres venant de tout l'Empire. D'après l'historienne Anne Hyland, 44,5% des recrutements au milieu du 1er siècle se faisaient en Gaule. Le reste des cavaliers viennent principalement d'Hispanie, de Thrace, de Pannonie, de Numidie et enfin de Syrie pour les archers montés. Sous Auguste, le géographe et historien grec Strabon écrit « Les Gaulois n'en sont pas moins par nature tous d'excellents soldats, supérieurs seulement comme cavaliers à ceux qu'ils sont comme fantassins, et en effet, alors qu'il est, c'est de chez eux que les Romains tirent leur meilleure cavalerie. » D'après les stèles de cavaliers retrouvées, leur service dans l'armée débute entre 18 et 25 ans. Ils sont soumis à un entraînement intensif comme le reste de l'armée. L'organisation des cavaliers dans l'armée romaine diffère de l'organisation de l'infanterie. Les cavaliers sont organisés en unités appelées alae. Ces unités sont commandées par un préfet. Chaque ala est divisé en unités de 32 hommes appelées tourmae. Elles sont commandées par un décurion et son second, le duplicarius. Il existe des troupes mixtes comprenant de l'infanterie et de la cavalerie. Ces cohortes sont appelées cohors equitata. Elles comprennent alors soit 6 centuries et 4 tourmae et sont dites cohortes quinquagénaires ou bien 10 centuries et 8 tourmae et sont nommées cohortes militaires. La Corse Prima Aquitanorum Veterana Equitata, que reconstitue l'association Via Romana, est une cohorte quinquagénaire composée d'un tiers de cavaliers et de 2 tiers de fantassins. Comme dans toute l'armée romaine, il n'y a pas d'équipement standardisé chez les cavaliers. Un cavalier d'origine celte n'aura pas obligatoirement le même équipement qu'un Syrien ou un Numide. Mais grâce aux artefacts retrouvés, aux stèles, aux sculptures, nous pouvons nous faire une idée assez précise de l'apparence d'un cavalier stationné sur le limès. Avant de nous intéresser au cavalier, parlons un peu de l'équipement de sa monture. Les Romains utilisaient une selle appelée scordiscus. Elle est introduite par les Celtes autour du 2e siècle avant Jésus-Christ et restera en usage jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Comme les étriers ne sont pas encore connus, ils apparaîtront au 7e siècle en Occident, le cavalier est maintenu par 4 cornes en bois qui permettent une bonne stabilité au combat. Cette selle a aussi pour avantage son bâti en bois qui permet d'épargner l'arête dorsale du cheval et de répartir le poids du cavalier sur les flancs, à la manière d'un bât pour les animaux de charge comme les mulets. La selle est posée sur un tapis plus ou moins épais et est maintenue par une sangle et des lanières en cuir décorées de phallaires et de pendants. Sous la République et au début de la période impériale, la grande majorité des cavaliers de l'armée romaine sont des cavaliers légers. Les conflits, de plus en plus fréquents avec les peuples cavaliers de l'Est et du Proche-Orient, notamment les Parthes, amèneront, à partir du 2e siècle, au développement d'une cavalerie lourde. Ces cavaliers, appelés cataphractaires, montent des chevaux complètement carapassonnés avec une armure en écaille comme celle retrouvée à Dura Europos, qui date du 3e siècle après Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, les cavaliers vont diriger leur monture grâce à des rênes et à un mors brisé très semblable à ceux utilisés de nos jours. Maintenant que notre monture est harnachée correctement et prête pour la bataille, autour du cavalier de s'équiper, et nous allons voir que son matériel diffère de celui du fantassin. Commençons d'abord par les casques. Au début du 1er siècle, les cavaliers portent encore un casque d'infanterie, le colus, tel que l'on peut le voir sur l'arc de triomphe d'Orange. Mais ce casque va rapidement être supplanté par un casque spécifique à la cavalerie, le casque Weiler. Ce casque a la particularité d'avoir des paragnathides très enveloppantes, ce qui, contrairement à un casque d'infanterie, va également couvrir les oreilles. Il offre une plus grande protection que le colus. Son protège-nuque est également plus court, probablement pour éviter aux cavaliers de se briser la nuque en cas de chute. Le casque Weiler pouvait arborer des décorations comme une fausse chevelure gravée à l'image du casque de Xanthon, parfait pour masquer une calvitie naissante.
Certains casques étaient extrêmement décorés et réservés aux officiers ou aux démonstrations lors des Hippica Gymnastica. Parmi ces casques, on retrouve les casques à visage de Rifshechter et de Newstead. La présence de ces masques fait encore débat. Étaient-ils utilisés au combat ou bien réservés aux démonstrations? L'écrivain du IIe siècle après Jésus-Christ, Arien, nous indique qu'ils étaient utilisés lors des Hippica, mais un masque, dit de calcrise, a été retrouvé sur le site de la bataille de Teutobourg en Allemagne. Le débat est donc encore ouvert, même si pour Netflix et la série Barbarians, apparemment cela ne fait aucun doute. Les casques ne cesseront d'évoluer au fil du temps. Ils se renforcent à partir du IIe siècle avec l'apparition du casque de Niederbiber, puis au IIIe siècle avec le casque d'Edernheim. L'équipement du cavalier comprend aussi une armure. Cela peut être soit une cotte de maille, lorica amata en latin, qui arrive jusqu'aux hanches du cavalier, soit une armure d'écaille, lorica squamata, faite d'écailles de métal cuivreux cousues sur un support textile robuste. Pour terminer avec l'équipement défensif, n'oublions pas le bouclier, élément indispensable pour tout soldat de l'Antiquité. Les boucliers de cavalier sont des boucliers plats de forme hexagonale ou ovale, comme nous pouvons le voir sur la colonne Trajane à Rome, ainsi que de nombreuses stèles. Lorsqu'il ne sert pas, il peut être porté en travers du dos du cavalier à l'aide d'une sangle ou bien attaché à la selle. Des protections de cuir étaient également utilisées pour le transport, comme celles retrouvées à Valkenburg aux Pays-Bas. À partir du milieu du IIIe siècle, les boucliers deviendront progressivement ronds ou lenticulaires. Se défendre c'est bien, mais attaquer, cela peut être utile en temps de guerre, et pour cela, les cavaliers vont disposer de plusieurs armes offensives. Tout d'abord, le cavalier va porter sur son côté droit une épée appelée spata. La spata est plus longue qu'un glaive. En général, les archéologues classent comme spata les lames dont la longueur est supérieure à 60 cm. Plusieurs artefacts ont été découverts, comme à Gravellona Tocce avec une longueur de 64 cm, ou encore à Newstead avec des objets allant de 62 à 63,5 cm. Cette longueur s'explique par la position haute du cavalier par rapport à un fantassin. Comme pour le glaive, la spata se glisse dans un fourreau qui peut être décoré et est porté grâce à un baudrier. La spata est loin d'être la seule arme du cavalier, il peut être équipé d'une lance identique à celle d'un fantassin. Au début du IIe siècle, la cavalerie de choc se développe avec les cataphractaires. Ils vont utiliser une longue lance d'origine sarmate nommée Contus. Mesurant jusqu'à 6 mètres de long, les cavaliers doivent la tenir à deux mains pour absorber le choc dans la charge. Le cavalier romain va également combattre à distance grâce à des javelines qu'il va disposer dans un carquois attaché aux cornes de la selle. On ne peut pas parler du combat à distance sans parler des equites sagittarii, les archers montés. Si tous les soldats romains, cavaliers comme fantassins savent tirer à l'arc, certains vont en faire une spécialité. Il s'agit en majorité de soldats provenant de la partie orientale de l'Empire et plus particulièrement de la province de Syrie. Les archers montés prendront une part de plus en plus importante dans la stratégie de guerre romaine au fil du temps. Leur rapidité les rend insaisissables et imprévisibles. Plutarque rapportera ces propos attribués aux soldats de Crassus lors de la bataille de Car. Avant même d'apercevoir le tireur, on est transpercé par les flèches. Lors de cette bataille, qui se déroula en -53, 20 000 soldats romains périront sous les flèches des cavaliers parthes. Rome s'en souviendra et commencera à utiliser de plus en plus cette arme efficace que représente l'archer associé à sa monture. L'archer monté utilise comme son homologue fantassin un arc composite à double courbure fait de bois, d'os et de tendons. En ce qui concerne la fronde, la seule mention de fronde utilisée par des cavaliers est faite par Hadrien lors de son discours à l'armée d'Afrique à Lambèse en 128. Avec une unique source, difficile de savoir s'il existait réellement des cavaliers frondeurs sur les champs de bataille. Évoquons maintenant les Hippica Gymnasia. Sous le Principat, les cavaliers vont participer à un entraînement en public au cours duquel ils vont réaliser de nombreux exercices. D'après Arien, les cavaliers vont s'entraîner à évoluer en formation. Ils s'entraînent également au tir de javelot en formant deux équipes. La première part au galop en formation avec le bouclier sur le dos et la deuxième équipe va essayer de les toucher avec des javelots. Une autre épreuve consiste à s'entraîner à faucher un ennemi en fuite avec sa spata. On peut y trouver également du tir à l'arc monté ou du tir à la fronde. La dernière épreuve, selon Arien, consiste à sauter tout équipé sur son cheval lancé au galop. On appelle cela le saut du voyageur. L'équipement des cavaliers lors de ces entraînements est différent de celui utilisé au combat. Les décorations et ornements y sont beaucoup plus nombreuses. Détaillons cet équipement spécifique de la tête aux pieds. Tout d'abord, nous retrouvons les casques à visage décorés d'une fausse chevelure et de panaches de plumes, puis des cuirasses, côtes de mailles ou des cuirasses à écailles qui ont la particularité de pouvoir être décorés par une sorte de plastron en bronze orné, le plus souvent avec des thèmes mythologiques.
Une différence notable avec l'équipement classique d'un cavalier, c'est la présence de jambières décorées, le plus souvent par une figure de Mars, de la Victoire ou d'Hercule. Le harnachement du cheval est également très orné, notamment par de nombreux médaillons. On note également la présence de chanfreins en bronze ou en cuir avec de très nombreuses décorations. Ces Hippica Gymnasia sont à la fois un spectacle et un entraînement extrêmement sérieux, car même si les javelines n'étaient pas équipées de fer, les coups reçus pouvaient être extrêmement violents. Mais à quoi pouvait bien servir cette cavalerie sur le champ de bataille? Et malheureusement, je vais vous demander d'oublier la charge héroïque de Maximus en Gladiator au milieu des flammes. En effet, la cavalerie romaine n'était pas équipée pour foncer à travers les lignes ennemies. L'absence d'étrier ne permet pas une stabilité suffisante pour encaisser le choc. La cavalerie romaine va plutôt tirer parti de sa rapidité pour aller harceler l'adversaire. Arrien nous dit que les cavaliers doivent emporter le plus de javelines possible pour assurer une cadence de tir soutenue. Nous sommes donc en présence d'une tactique d'escarmouche, fondre sur l'ennemi, le harceler de traits, repartir, se reformer et recommencer. La cavalerie de choc se développera à partir du IVe siècle avec les cataphractaires, ces cavaliers lourdement cuirassés qui vont charger en formation de coin pour faire rompre les lignes ennemies. Sur le plan tactique, la cavalerie va très souvent être placée sur les côtés lors d'une bataille, et ceci pour deux raisons. Tout d'abord pour protéger les flancs de l'infanterie car c'est le point le plus faible de toute armée se battant en ligne, et deuxièmement pour tenter de contourner les lignes ennemies car une armée qui a été contournée est battue. Les cavaliers des deux armées vont donc souvent se battre entre eux pour tenter de contourner l'infanterie. C'est par exemple ce qui se passa lors de la bataille finale entre Hannibal et Scipion à Zama en 202 où la cavalerie numide, alliée aux Romains, met en déroute la cavalerie carthaginoise et viendra se refermer sur l'arrière des troupes d'Hannibal. L'infanterie romaine viendra à son tour encercler les Carthaginois, mettant fin à des années de conflit entre les deux cités. Cette tactique est également utilisée par César à Alésia lorsque ses cavaliers germains viendront sur les arrières de l'armée venue au secours de Vercingétorix, provoquant une déroute des Gaulois et la reddition du chef Arverne. Deux sources nous informent sur les formations prises par les cavaliers au combat. D'après Flavius Joseph, ils formaient une ligne sur 3 rangs en profondeur. Arrien, quant à lui, nous parle de formation ressemblant à 2 tourmaées. Il semble que la longueur des lignes soit privilégiée au détriment de la profondeur. Dans l'Antiquité, la défaite d'une armée est souvent associée à un mouvement de panique et à la fuite des survivants. C'est lors de cette fuite que les pertes sont les plus importantes, et cela en grande partie à cause de la cavalerie qui va poursuivre les fuyards et les faucher avec leurs spatas ou leurs javelines. Il me reste à aborder l'autre grand rôle de la cavalerie, la reconnaissance. Végès nous dit qu'une armée est plus exposée au danger lors d'une marche que sur un champ de bataille. La cavalerie va donc devenir les yeux et les oreilles de cette longue colonne de soldats. Leur rôle est de trouver le chemin le plus sûr, les emplacements possibles pour monter le camp, trouver des sources d'eau, de nourriture. Ils vont aussi renseigner le commandement sur la position et l'ampleur des forces ennemies. Flavius Joseph nous apprend que Titus en personne partait faire ses missions de reconnaissance accompagné de cavaliers d'élite. Vous l'aurez donc compris, la cavalerie joue un rôle essentiel dans la vaste machine de guerre romaine. Parfaitement complémentaire à l'infanterie, qui reste la reine des batailles, le rôle de la cavalerie ne fera qu'augmenter avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt sur la chaîne YouTube de Via Romana.